Le grand événement du week-end en Ligue 1, c'est évidemment la mise à pied de Claude Puel. Le manager général de Saint-Etienne a été écarté après la déroute des Verts à domicile contre Rennes hier, 5-0. La direction stéphanoise envisageait déjà de prendre cette décision le mois dernier avant qu'une victoire in extremis contre Clermont reporte cette décision. À quel moment des dirigeants décident-ils que cela suffit, écrivez-vous ce matin, Vincent Duluc, dans votre éditorial dans l'Équipe. Avec le recul et alors que les Verts sont derniers du classement, était-ce une erreur d'avoir trop attendu? Les Verts ont-ils perdu un mois? Vincent Duluc. Mais maintenant, oui, on peut le dire. Ils ont perdu un peu plus qu'un mois d'ailleurs, parce qu'ils ont quasiment ils ont perdu du temps depuis qu'ils ont fait signer Claude Puel, parce que malheureusement, et pour Claude Puel et pour les Verts, ça n'a pas marché du tout. Il a gagné son premier match, un derby contre Lyon d'ailleurs, 1-0. Au forceps. Mais tout le reste a montré que la greffe n'a pas pris. Alors, évidemment, toutes les excuses sont possibles. Il a hérité d'un effectif déséquilibré. Il y avait trop d'anciens, avec trop gros de salaire. Tout exactement ce qu'aime pas Claude Puel. Mais s'il aime pas les effectifs construits comme ça, il fallait pas venir. Je dis aussi ce matin que il y a pas de mauvais ou de bons entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui sont là au bon endroit et au bon moment. Mais lui, c'était le mauvais endroit, le mauvais moment. Et c'est vraiment qu'il choisit mal quand même. Il peut pas se plaindre après coup. Il peut pas se plaindre après coup des conditions alors qu'il les connaissait en venant. Il savait qu'il aurait deux présidents et dont l'un serait fuyant au point d'être plus jamais vu. Il savait que l'effectif était vieillissant avec des hauts salaires. Voilà, ce qu'il a eu, c'était ce qu'on lui avait promis. Je pense pas qu'on lui ait promis autre chose, simplement. Mais voilà, il y a un moment où les entraîneurs deviennent moins performants, et lui, ça fait quand même 3 fois de suite qu'il échoue. Il a échoué à Southampton, où il s'est fait virer avant la fin de son contrat, mais en fin de saison. C'était Leicester, non? Non, d'abord à Southampton, à la fin de son contrat, mais en fin de saison. Ensuite, il a échoué à Leicester, où il s'est fait virer en cours de saison. Et là, encore en cours de saison à Saint-Etienne. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais ça va être un peu plus dur de retrouver un boulot au même tarif quand même. Benjamin ? Ouais, il y a un moment où malheureusement où tu es obligé de faire quelque chose, quoi. Ouais, ça me fait penser à Nantes l'année dernière. Ils ont fait le coup Ils ont fait le coup Domenech qui a loupé. Ensuite, ils ont fait le coup Camboiré. Mais il y a un moment où tu es obligé de réagir quand tu es président d'un club de foot. Et là, Saint-Etienne, ça fait plusieurs matchs qu'on voit bien que l'équipe a lâché. Je sais pas si c'est lâché le coach, mais en tout cas lâché. Les résultats sont trop mauvais. Est-ce que vous avez eu l'impression que les joueurs l'avaient lâché, par exemple, hier? C'est toujours difficile à dire, ça, les joueurs qui lâchent un coach. Moi, honnêtement, je comprends pas ce que ça veut dire. Un joueur, il est sur le terrain, il se dépouille, il a envie de jouer. Ouais, mais t'as un exemple, c'est quand même compliqué de voir des joueurs qui lâchent parce qu'ils se lâchent eux-mêmes, en fait. Ils sont sur le terrain, ils se dépouillent pour jouer, pour eux avant tout, je pense aussi. Le seul exemple vraiment connu, c'est les joueurs du PSG qui lâchent Philippe Bergerot à Sedan. Ça, c'est un exemple vraiment connu, spectaculaire. Ça, c'est vrai, ouais. Les autres, c'est difficile. Parce qu'il y a pas besoin de perdre 5-0 pour lâcher l'entraîneur, quoi. Enfin, ça peut être le poison peut être plus insidieux, quoi. Mais c'est vrai que Claude Puel, on a l'impression que ça n'a jamais pris à Saint-Etienne, en fait. Il y a eu beaucoup d'erreurs de communication. 27% de victoire. Mais même au-delà des matchs, même dans l'adhésion avec les supporters, donc il a été bien vendu parce que Puel, à la base, pour Saint-Etienne, par rapport à ce que Saint-Etienne était quand il est arrivé, c'était quand même un super coach par rapport à son historique. Donc il y a certains supporters stéphanois qui étaient ravis de l'avoir, mais ça a quand même jamais pris. L'histoire Ruffier, pour moi, elle est symptomatique des incohérences ou en tout cas des maladresses de Puel par rapport à Saint-Etienne, parce que Ruffier, c'était quand même un des cadres et un taulier. Mais c'est au-delà même du vestiaire, même par rapport aux supporters. On sait que le peuple stéphanois, il y a un côté image qui est important, et Puel n'a pas réussi à. Il n'a pas été en symbiose avec ça. Assez politique finalement. Oh, non, il a été. En plus, il a réussi à avoir comme directeur général à un moment Xavier Tuyot qu'il avait connu à Lille. Enfin, non, il a toujours été politique aussi, Claude Puel. Il a toujours eu du réseau, il a toujours eu. Mais il veut imposer dans l'image. Je reprends l'exemple de Ruffier. Alors c'est peut-être, pas ça. On parle pas de ça aujourd'hui parce que Ruffier c'était l'année dernière, mais parce que c'est Ruffier, symptomatique. Ouais, mais Ruffier, par exemple, c'est plus un gardien de haut niveau. D'ailleurs, il est plus nulle part. Et Étienne Green a plutôt bien pris le truc. Étienne Green, c'est un Je pense que gardien. Mais en revanche, ça a été une erreur de management par rapport au groupe. Mais c'est ça, au-delà de l'image, oui, ça a été une erreur de management par rapport au groupe. C'est dans ce sens-là, mais quand on prend Claude Puel, on sait qu'il va manager son groupe comme ça. Voilà, il a toujours fait comme ça. Est-ce qu'on lui avait également demandé de valoriser les jeunes potentiels avec peut-être un objectif sur ce plan un peu court? Ouais, mais alors l'ambiguïté avec la gestion par Claude Puel de ses effectifs, c'est qu'il veut toujours être l'entraîneur qui a lancé le plus de jeunes. Donc il les lance, mais il était servi. Hein, non, mais là, voilà. Je sais qu'un jour, il va dire, vous vous rendez compte, à Saint-Etienne, j'ai lancé 35 jeunes. Ouais, il a lancé 35 jeunes, mais il a pris 3 points.
Il a lancé 35 et qu'il a fait faire 2 matchs, ça n'a pas de sens. Ça ne lui a pas été imposé par la direction ? Ah, pas du tout, non, j'y crois pas un instant. Non, je crois pas un instant. La direction, elle a juste intérêt à ce qu'ils valorisent plutôt les gros salaires pour qu'ils puissent partir, les rendre visibles et performants pour les vendre. Mais après, justement, pour parler des gros salaires dont parlait Vincent, c'est vrai qu'au-delà de ça, à Saint-Etienne, même si Puel est mis en cause, c'est vrai qu'à la base, c'est un échec de recrutement et sportif, parce que les gros salaires, ils viennent pour amener le club. À l'époque où ils viennent, ils sont milieu de tableau haut, et ils n'arrivent pas. Donc les gros salaires viennent pour essayer de garder ce schéma-là. Surtout qu'à l'époque, en salaire, ils avaient. Il y avait un salarié cap, non, c'est ça ? Il y avait un salarié cap qu'ils ont fait sauter à ce moment-là. Et donc les mecs qu'ils ont recrutés, quoi qu'on dise, n'ont pas réussi à garder le club à ce niveau-là. Et donc après, c'est aussi la conséquence de ça qui amène le club au lieu aujourd'hui. Oui, mais avec ces gars-là, ils ont été performants. Avec ces gars-là, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. Mais après, ça n'a pas tenu. Ah, mais non, mais ça n'a pas tenu avec un autre entraîneur. Ouais, mais il y a eu un problème. Là, on parle de qui ? De Debuchy, de Colo avec Gasset, c'est ça, c'est qui en fait les gros salaires ? Avec Gasset, ça avait marché. C'est Cazerie, c'est Boudbouz, c'est Debuchy, Colo. Il y a 2 ans. Il y a quand même des. Les joueurs n'ont pas réussi à maintenir le. Alors après, avec l'entraîneur, ça. Ok, mais au final, l'entraîneur n'a pas réussi. Oui, mais l'entraîneur n'a pas réussi à faire aussi bien que l'entraîneur d'avant. C'est comme ça l'histoire. Ouais. Jean-Louis Gasset en l'occurrence. Il est resté 6 mois de contrat à Claude Puel. Son salaire est estimé, selon l'équipe, à 225 000 euros mensuels. 255 000, pardon. Oui. Mensuel brut. Va-t-on vers une guerre juridique entre les deux parties ? C'est l'heure de la plaidoirie de Maître Benji. 120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Dans Classico sur Radio J. Ton point de vue. Écoute Steve, la réponse à la question que tu viens de poser, évidemment oui, tout ce qui se passe depuis hier n'est que juridique. La réponse qui est donnée par le club, la mise à pied, ça n'est que juridique. Alors effectivement pour le grand public, on entend oh là là, Puel est suspendu, Puel est mis à pied et Puel sera peut-être licencié pour faute grave. Évidemment que ce sera le cas. Pourquoi ? La réponse elle est juridique. Les joueurs de foot et les entraîneurs de foot sont liés à leur club par des contrats de travail à durée déterminée. Un contrat de travail à durée déterminée, tu ne peux le rompre que, pour faire simple, par accord des parties ou pour faute grave. Donc voilà pourquoi dans ces cas-là, les clubs se lancent dans une procédure de rupture anticipée du CDD pour faute grave. Avant cela, en général, effectivement, dans ce type de procédure, on passe par une mise à pied du salarié, donc en l'occurrence Claude Puel. Donc, si tu veux, aujourd'hui, Saint-Etienne déroule une procédure normale de rupture anticipée d'un CDD pour faute grave. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut tempérer un peu ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on peut penser. Ça n'est que juridique. Derrière, ça permet au club de sortir sans payer les salaires jusqu'à la fin du contrat, et derrière tu auras une bataille juridique, prud'homale, et ou une négociation. Claude Puel connaît ça par cœur, il l'a déjà fait à Lyon, et d'ailleurs il a été débouté en première instance, en appel et en cassation. Voilà, donc c'est exactement ce qui va se passer ici. Donc là on est typiquement dans un dossier purement juridique. C'est-à-dire qu'à Lyon il n'avait pas pu négocier, il n'avait pas voulu. Je pense que là, avec 6 mois, il a intérêt à négocier. C'est-à-dire qu'il a intérêt à prendre 3-4 mois et avoir l'argent tout de suite, ou au moins à la fin de l'année, plutôt que attendre 3 ans pour avoir 6 mois. C'est sûr. À Lyon, il y a une faute grave, là, en l'occurrence, pour un entraîneur. Alors, à Lyon, justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est assez rare que ça ait été reconnu comme ça. C'est la seule fois que j'ai jamais vu ça. C'est très très rare pour avoir défendu des dossiers comme ça de droit du sport, CF, faute grave. C'est assez rare. Et à Lyon, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Michel Aulas avait invoqué une insubordination. Il avait dit qu'il avait donné les moyens à son coach, qu'il l'avait accompagné. Il y a un fameux email qu'il aurait envoyé à son coach auquel il n'aurait pas répondu. Et cette non-réponse à cet email a été caractérisée aussi bien par le Conseil de prud'homme, par la Cour d'appel que par la Cour de cassation comme étant effectivement une insubordination et donc une faute grave. Mais c'est assez rare. Et là, en l'espèce... Ça existe ailleurs que dans le sport, ça ? Ne pas répondre à un mail, bien sûr. Ça tout à fait. À votre boulot, et répondez aux mails quand même. Ah oui. Moi, je réponds. Dans un monde normal, que n'est pas le sport professionnel, bien sûr que si tu réponds pas à ton supérieur qui te donne des instructions, c'était le cas. Je crois que Jean-Michel Aulas demandait un plan de bataille ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Pour la fin de saison. Exactement. Il demandait quel est ton plan de bataille pour les 5 dernières journées. Aucune réponse. Et il n'a jamais répondu. Voilà. Donc voilà. Mais je crois qu'il y avait autre chose, une autre erreur stratégique plus que juridique de Claude Puel, c'est qu'il avait invoqué une procédure d'urgence. Alors qu'il gagnait 350 000 euros depuis 4 ans. Il avait essayé d'abord de passer en référé, effectivement. Il a voulu passer en urgence, ce qui n'était pas une bonne idée quand même. Et c'est vrai que ce qui est, on verra ce que fait Claude Puel cette fois-ci, mais au-delà de ça, au-delà de la partie juridique, ce qui est toujours un peu choquant pour le grand public, c'est que, on va dire, un entraîneur comme Puel, qui on sait qui a une carrière, donc qui a gagné quand même de l'argent, qui est dans l'échec total. Les entraîneurs, ils lâchent pas leur contrat de 6 mois alors qu'ils sont quand même dans l'échec et qu'ils ont quand même une part de responsabilité. Et moi, je trouve, c'est de l'image, encore une fois, que tu négocies
on verra ce qui se passe, je dis pas. Alex, tu négocies quelque chose. Oui, mais Alex, pour négocier, comment tu fais dans ce cas-là? Il faut que tu mettes la pression médiatique. Et donc, tu dis, mes avocats vont saisir le dossier. C'est pour ça que je dis qu'on verra ce qu'il fait Puel, mais à Lyon, il n'a pas voulu négocier. Pardon, vous en parlez. Mais à Lyon, c'était pas les mêmes sommes qu'il récupérait. C'était près de. C'était 3. C'était 3-4 millions. Ça n'a rien à voir. Il y a un moment donné, quand on a l'échec. Je crois qu'il demandait 7 même. Je me demande, c'était pas 7 préjudices distincts et autres. Ça montait très loin. Là, on parle de Puel, mais c'est pareil pour tous les coachs. Il y a un moment donné, alors, quand tu as un coach qui sort de nulle part et qui dit, j'ai un contrat, c'est quand même la plus grosse salaire de ma vie, c'est normal. Quand tu as des coachs qui sont quand même reconnus, qui ont une belle carrière, je trouve qu'il y a un côté parfois pas indécent, mais que c'est pas normal. Si on file 5 mois à 250 000, je veux bien passer pour un enfoiré et avoir mes 5 mois à 250 000. Et d'ailleurs, c'est pas que ça. Mais ça serait bien ça serait bien quand même pour l'image aussi. Ah non, mais non, Alex, là, ça c'est les bisounours, ça existe pas, ça. Dans aucun milieu, ça existe. Surtout qu'il est en fin de carrière. Mais dans aucun, exactement. Et donc là, il va pouvoir plaider le fait que ce nouvel échec et l'image qu'on essaye de faire de lui va avoir. C'est comme ça. Il y a aussi parfois, il faut être un peu plus loin que soi-même. Mais là, je trouve que ça manque à certaines personnes. Non, mais là, ce que tu dis. C'est pas des bisounours, ce que je dis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. La réponse de Benjamin. Au-delà du monde professionnel, là, il va pouvoir plaider le fait que effectivement, il va avoir les salaires, il va avoir son indemnité de précarité, c'est-à-dire, bref, je te la fais court, 10% de l'ensemble des salaires. Il va avoir un préjudice distinct parce que là, le tableau qui est dressé de lui dans la presse de dire je le suspends, je le mets à pied pour faute, je vais le pour faute grave, ça va avoir un impact final sur sa carrière. Donc il va évidemment demander des dommages et intérêts supplémentaires et la somme elle va pas se limiter aux 6 mois supplémentaires. Donc voilà, et ça c'est à la base t'as une notion d'échec et c'est dommage que c'est pas assumé. Qui pour lui succéder, on a appris tout à l'heure que Loïc Perrin avait été nommé nouveau coordinateur sportif du club. On parle de Pascal Duprat, de David Guyon pour il va coordonner quoi Perrin parce qu'il y a plus de coach. Mais il y a Julien Sablé qui avait connu un échec aussi, le pauvre, il était pas prêt à l'époque. Écoute, Duprat, moi, j'adore. Alors, il est très critiqué dans ce que j'ai lu depuis ce matin et même auparavant. En tout cas, pour moi, Duprat, ça reste. Pour son épopée à Toulouse, principalement. Toulouse, j'ai pleuré, je me suis rediffusé 30 fois avant d'aller au match, la fameuse causerie de Toulouse. J'ai essayé de faire la même chose. J'ai essayé de faire la même chose, je me suis ridiculisé. Ce sera pas demain, c'était pas hier. C'est magnifique. Mais ce genre de causerie, ça marche pas tout sur une. Bien sûr. Mais est-ce que c'est pas ce genre de coach avec une forte personnalité comme ça qui peut arriver à bousculer tout le monde? Justement, cette forte personnalité du Savoyard. Pascal Duprat, est-ce qu'elle pourrait bien s'entendre avec celle de Roland Romeyer? Je sais pas, parce que là, au-delà de ça, en fait, ce dont les Verts ont besoin, et dont l'équipe a besoin, c'est des choses très simples, des choses très basiques. Ils sont 20e, ils gagnent plus, ils sont à la rue, ils prennent 5 buts chez eux, ils se font bousculer et insulter par le public. Ils ont besoin de revenir à des choses très simples. Et je pense que Pascal Duprat est capable de les aider à revenir à des choses très simples. Je suis pas persuadé que ça soit un entraîneur pour les 5 ans à venir. Mais déjà, si c'est un bon entraîneur pour les 5 mois à venir, ça sera déjà pas mal. Ça sera bon pour lui, ça sera bon pour Saint-Etienne. Le maintien reste quand même très accessible, heureusement pour eux. Mais voilà, il faut qu'il revienne vraiment à des trucs très simples, très basiques, et puis qu'il arrête de jouer à 35. Je pense qu'il va falloir qu'il resserre un peu le groupe et qu'il décide avec qui il veut travailler. Et ça, je pense que c'est indispensable. Quelle incidence de cette situation sportive sur le processus de vente du club ? Alors, passé un moment, on disait que le fait que les Verts n'aient pas perdu le derby contre Lyon, ça avait empêché le limogeage à l'époque de Claude Puel, et donc ça avait empêché la vente. Donc là, je sais pas trop. Là, pour la vente, j'avoue que je lis l'équipe tous les jours et je lis Bernard Lyons parce qu'il sait des choses que même les dirigeants stéphanois ne savent pas. Donc là, j'ai pas les éléments. J'ai hâte de lire demain pour savoir si c'est bien les Américains qui sont repassés en pôle, qui est rentré dans la data room. Enfin voilà, espèce de suspense moderne. Là, la data room, il y a eu des documents depuis hier qui vont quand même flaguer des risques pour le futur repreneur potentiel. Bon, ça doit pas aider quand même. Vincent, vous avez écrit un très beau livre paru en 2016 sur Saint-Etienne et sur cet inoubliable printemps 76 aux couleurs européennes. Dans votre dernier livre, Les légendes du football, vous en avez sélectionné un seul, pas n'importe lequel, certainement par fidélité et par admiration. C'est l'Ange Vert Dominique Rocheteau, la première idole absolue de l'histoire du football français à vos yeux. Oui, parce que Raymond Kopa était une idole, Juste Fontaine a été une idole, mais c'était des idoles à une époque qui était quand même moins médiatique. Alors ils faisaient la une de Paris Match, on en parlait, etc. et tout, mais Dominique Rocheteau, c'est le premier dont les filles
crié le nom dans la cour de la de récréation dont tout le monde parlait. C'était le Patrick Bruel du football ? Ah, mais exactement. Non, mais c'était exactement ça. Il y avait des 45 tours sur lui. Est-ce qu'il est joli, le petit Rocheteau ? Enfin, bon, c'était un peu n'importe quoi. Et accessoirement, moi qui adore Georges Best, le fait qu'il m'ait dit un jour qu'il portait le numéro 7, qu'il avait les cheveux longs et qu'il mettait le maillot sur le short parce qu'il avait vu un jour jouer Georges Best dans un tournoi avec les jeunes de Saint-Etienne à Coventry, je me suis dit que c'était un signe. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio